Salut à tous! La dernière fois, on a affiché des blocs d'images sur l'écran. Mais c'était un peu tristouné, parce que l'image était fixe. Alors aujourd'hui, on va faire un peu d'animation. Et le plus simple, c'est de réagir aux touches du clavier. Comme d'habitude, je repars du programme précédent. Je change le commentaire tout en haut, et j'enregistre le fichier sous un nouveau nom. Pour rappel, ce programme fait plusieurs choses. D'abord, il efface l'écran. Puis il affiche le bloc des deux tourelles. Ensuite, il affiche le panneau Xenon par-dessus. Il attend qu'on appuie sur une touche du clavier. Puis il se termine. On voit que pour quitter le programme, on peut appuyer sur n'importe quelle touche. Nous allons le modifier pour que seule la touche Escape permette de quitter. On pourra ainsi effectuer d'autres actions avec les autres touches. Pour attendre une touche au clavier, nous avons utilisé la fonction GEMDOS Senesyn. Il existe d'autres possibilités, je vous en parlerai une autre fois. Pour aujourd'hui, elle fera très bien l'affaire. Cette fonction renvoie la touche sur laquelle nous avons appuyé dans le registre D0. Jusqu'ici, nous avons ignoré cette valeur. Mais aujourd'hui, on va l'utiliser. Il faut savoir qu'il existe deux manières d'identifier une touche. La première, c'est son emplacement physique, c'est-à-dire sa position sur le clavier. Chaque touche est identifiée par un nombre entier que l'on appelle scancode. En général, on représente les scancodes par des nombres hexadécimaux. Sur cette image, le préfixe $ n'est pas affiché par manque de place. Mais ce sont bien des valeurs hexadécimales. On voit que la touche Escape est identifiée par le scancode $01. La touche Tab par le scancode $0F. Et la touche à droite de Tab par $10. Et c'est ça le point clé. Quel que soit le type de clavier, AZERTY ou QWERTY par exemple, cette touche aura toujours le scancode $10. Peu importe ce qui est écrit dessus. La deuxième manière d'identifier une touche, c'est par le caractère qu'elle produit quand on appuie dessus. Par exemple, sur un clavier français, la touche A est ici, à droite de Tab. Alors que sur un clavier anglais, elle est juste au-dessous. Si on souhaite savoir que l'utilisateur a appuyé sur A, on n'a pas besoin de connaître l'emplacement exact de cette touche. C'est le système d'exploitation qui fait la correspondance à partir du scancode et de la nationalité du clavier. Le système renvoie ce qu'on appelle un code ASCII, c'est-à-dire un nombre entier qui identifie le caractère tapé tel qu'il est imprimé sur la touche. Les codes ASCII sont standardisés. Ils sont utilisés sur quasiment tous les ordinateurs depuis les années 60. Ces codes ASCII sont répertoriés dans des tables ASCII, telles que celle-ci, par exemple. On y retrouve des caractères de contrôle non imprimables, les chiffres, les majuscules, les minuscules, et des caractères de ponctuation. Pour chaque caractère, la table indique le code ASCII en décimale et en hexadécimale. Par exemple, le code ASCII de A majuscule, en hexadécimale, c'est $41. Et le code ASCII de A minuscule, c'est $61. Comme vous le voyez, une même touche peut générer plusieurs codes ASCII, selon l'état de la touche Caps Lock ou l'utilisation de la touche Shift. Il faut parfois en tenir compte dans les programmes. Heureusement, dans l'exemple d'aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire. Notez au passage que le standard ASCII est codé sur 7 bits, avec des codes allant de 0 à 127. Mais en pratique, les ordinateurs utilisent un code ASCII étendu sur 8 bits, de 0 à 255. Comme on vient de le voir, la première moitié est standardisée. Elle est suffisante pour écrire des textes en anglais. Mais la deuxième moitié varie selon les systèmes d'exploitation. C'est pour cela qu'il y a parfois des problèmes d'accent quand on échange des fichiers entre des machines différentes. Mais laissons ça de côté pour aujourd'hui. Revenons plutôt à notre fonction Senesyn. Comme nous l'avons vu, elle attend patiemment l'appui d'une touche au clavier. Et comme toutes les fonctions du TOS, elle retourne son résultat dans le registre D0. En fait, ce résultat contient deux valeurs, le code ASCII de la touche et son scancode. Voyons cela de plus près. Les registres du 68000 ont tous une taille de 32 bits. Mais on peut aussi considérer que ces registres ont une taille de 2 x 16 bits, ou même 4 x 8 bits. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Et bien dans le cas de Senesyn, on retrouve le code ASCII ici, tout à droite, dans ce qu'on appelle l'octet de poids faible, ou octet 0. Cet octet est facilement accessible avec l'instruction move.b du 68000. Quant au scancode, on le retrouve ici, dans l'octet 2. Le problème, c'est que le 68000 n'a pas d'instruction permettant d'accéder directement à cet octet. Heureusement, il existe une solution très simple. Il s'agit de l'instruction swap.
Cette instruction considère le registre comme 2 mots de 16 bits, et elle a pour effet d'échanger le contenu de ces 2 mots. L'octet 2 se retrouve donc en position 0, ce qui nous permet ensuite d'y accéder facilement avec un simple move.b. Voilà, vous avez compris l'essentiel. Maintenant, pour tester les touches, il va falloir faire un choix. Va-t-on les identifier par leur scan code ou par leur code ASCII? Eh bien, ça dépend. Il faut savoir que certaines touches de fonction possèdent un code ASCII. Ce sont des caractères invisibles que l'on appelle caractères de contrôle. Mais ce n'est pas le cas de toutes les touches. Par exemple, les touches F1 et F10 et les flèches n'ont pas de code ASCII. Donc pour tester ces touches, on n'a pas le choix. Il faut utiliser le scan code. D'une manière générale, je préfère utiliser le code ASCII quand il existe. Et c'est justement le cas de la touche Escape. Son scan code est $01 et son code ASCII est $1b. Je vous rappelle notre objectif, seule la touche Escape doit permettre de quitter le programme. Donc après l'appel à Sénécine, je vais examiner la valeur de D0. Je vais tester si le code ASCII retourné dans l'octet de poids faible contient la valeur $1b, et si c'est le cas, ça voudra dire que l'utilisateur a pressé la touche Escape. Allez hop, c'est parti. D'abord, j'ajoute un label juste avant Sénécine, et je l'appelle Wait. Vous allez voir, on va l'utiliser dans un instant. Puis après l'appel au trap, j'ajoute un commentaire pour me rappeler que l'octet de poids faible de D0 contient le code ASCII de la touche pressée. Ça nous sera bien utile pour comprendre ce programme quand on le relira plus tard. Ensuite, j'utilise l'instruction cmp.b $1b D0 pour tester si ce code ASCII est celui de la touche Escape. Bien sûr, j'ai récupéré ce code dans une table ASCII. Puis j'utilise l'instruction BNE, qui signifie Branch if not equal. Autrement dit, si les deux expressions comparées précédemment sont différentes, alors on saute au label Wait. Cela aura pour effet d'attendre l'appui d'une nouvelle touche avec Sénécine. Dans le cas contraire, ça signifie que les deux expressions sont égales. Et donc on vient d'appuyer sur la touche Escape. Le saut vers le label n'est pas exécuté, donc le programme continue normalement et se termine. Et voilà, on a déjà fini. Je teste ça tout de suite. L'image s'affiche, j'appuie sur des touches quelconques, ça ne fait rien. J'appuie sur Escape, et me revoilà dans DevPack. Donc, ça marche. Deuxième exercice. Cette fois-ci, on va utiliser les flèches du clavier pour déplacer le bloc des tourelles sur l'écran. Il y a donc 2 problématiques, la gestion du clavier et l'affichage. Concernant le clavier, nous allons simplement tester le scan code de la touche renvoyée par Sénécine et agir en conséquence. Et concernant l'affichage, nous allons juste faire varier l'adresse de destination du bloc. Je vous rappelle que, verticalement, les lignes sont indépendantes. Donc verticalement, on pourra déplacer le bloc n'importe où. Mais comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, horizontalement, les pixels sont stockés par groupe de 16. Donc horizontalement, on ne pourra positionner le bloc que sur des multiples de 16. Commençons par la gestion du clavier. Dans un premier temps, on va juste tester la flèche vers le bas. Comme les flèches n'ont pas de code ASCII, nous devons travailler avec les scan codes. Sur la table du clavier, on découvre que le scan code de la flèche vers le bas est $50. Je reviens dans le programme, et on va ajouter le test de cette flèche, en plus de la touche Escape. Mais j'ai un petit problème. Car avec un bloc de ce type, avec un BNE qui remonte au début, on ne peut tester qu'une seule touche. En l'occurrence, la touche Escape. Puis le programme suit son cours. Pour pouvoir tester plusieurs touches et effectuer des actions différentes, je dois légèrement modifier la structure de ce code. Regardez bien. Juste avant la restauration du mode vidéo, j'ajoute un label exit. Puis je transforme l'instruction BNEWait en bec exit. L'instruction bec signifie branch if equal. Autrement dit, si les deux expressions qu'on vient de comparer sont égales, alors allez au label. Donc bec, c'est juste l'inverse de BNE. Jusqu'ici, on se contentait d'attendre tant que la touche ne nous convenait pas. Mais maintenant, pour chaque touche qui nous intéresse, on va faire un traitement spécifique. Pour l'instant, je mets juste un commentaire. J'ajouterai les tests des touches plus tard. Et ensuite, après tous les tests, il faut effectuer une action par défaut. Dans notre cas, si la touche ne nous intéresse pas, on va tout simplement en attendre une autre. Pour cela, j'ajoute l'instruction bra wait. Notez que bra signifie tout simplement branch. Autrement dit, toujours aller au label sans se poser de questions.
Vous voyez, j'ai inversé la logique. Ça revient au même que ce qu'on avait fait avant, mais le programme est plus flexible. Car maintenant, je vais pouvoir tester d'autres touches. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire tout de suite. Ah, il y a encore un détail. Jusqu'ici, nous avons testé la touche Escape avec son code ASCII. Mais pour les flèches, nous sommes obligés de tester le scan code. Pas de panique, je vous ai déjà donné la solution. Il suffit d'utiliser l'instruction swap des zéros pour que le scan code se retrouve dans l'octet de poids faible et qu'on puisse facilement le tester. Donc j'ajoute tout simplement une nouvelle comparaison. cmp.b, $50, des zéros. Ce qui signifie, est-ce que le scan code de la touche est celui de la flèche vers le bas? Si c'est le cas, je vais sauter un nouveau label, que j'appelle down, en anglais pour que tout le monde comprenne bien. Je vais un peu plus loin, après le bras weight, et j'ajoute mon label down. Pour l'instant, je laisse juste un commentaire ici. Je reviendrai plus tard pour effectuer le traitement. Et ensuite, j'ajoute l'instruction bras redraw. Car après avoir déplacé les tourelles, j'aurai besoin de tout redessiner. Mais ce label redraw n'existe pas encore. Alors je remonte un peu plus haut pour l'ajouter au bon endroit. C'est-à-dire ici. Vous voyez, au-dessus il y a le code d'initialisation, avec l'appel à logbase pour récupérer l'adresse de l'écran. Et en dessous, il y a tout l'affichage de la scène. Effacer l'écran, afficher les tourelles, etc. Je teste à nouveau. J'appuie sur des touches quelconques. Il ne se passe rien. J'appuie sur la flèche vers le bas. Ah, l'écran clignote. Ça prouve que mon redraw fonctionne. Et j'appuie sur Escape pour sortir. Maintenant, il faut qu'on fasse bouger ces tourelles. Comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, remontons voir comment elles sont affichées. On calcule l'adresse source. Ça ne va pas changer. Puis on utilise A3 comme adresse de destination. Souvenez-vous, c'est l'adresse du frame buffer que l'on a récupéré avec logbase. Je ne veux pas modifier A3 car, regardez, je l'utilise au-dessus pour effacer tout l'écran. Alors au lieu de A3, je vais utiliser un autre registre comme adresse des tourelles. Par exemple, A4. Je choisis ce registre car il n'est pas utilisé dans mon programme et qu'il n'est pas modifié par les trappes. Attention, pour l'instant ce registre A4 n'est pas initialisé. Il faut donc que je remonte un peu plus haut pour lui affecter une valeur. Eh bien je vais le faire ici, juste après avoir récupéré l'adresse de l'écran. J'ajoute l'instruction move.l A3 A4. Ainsi, A4 devient l'adresse des tourelles, et par défaut, elle est initialisée au tout début du frame buffer. Je teste à nouveau. Ça va, je n'ai rien cassé. À présent, il est enfin temps de faire bouger ces tourelles. Et vous l'avez compris, il suffit de modifier A4. Je redescends dans la routine de gestion du clavier, au niveau du label down. Je vous rappelle qu'en basse résolution, les lignes ont une taille de 160 octets. Donc pour faire pointer la destination des tourelles vers la ligne suivante, il me suffit d'ajouter 160 au registre A4. Ce que je fais avec l'instruction add.l, dièse 160, A4. Et je vérifie que bras redraw est toujours là. Je teste. J'appuie sur la flèche du bas. Ça marche, les tourelles descendent. Et le panneau Xenon ne bouge pas. Maintenant, je peux faire la même chose avec les autres touches. Vous avez compris le principe, ça va aller vite. On va faire du copier-coller. Mais si comme moi vous utilisez DevPack 2, vous aurez remarqué qu'il ne gère pas les raccourcis clavier habituels. Il faut dire qu'à l'époque où il est sorti, en 1990, les fameux CTRL-C, CTRL-V n'étaient pas encore universels. Voici comment faire. Je positionne le curseur au début du bloc à copier et j'appuie sur F1. Je vais à la fin du bloc et j'appuie sur F2. Le bloc passe en inverse vidéo. Je ne bouge pas le curseur, étant donné que je veux coller le bloc juste en dessous, et j'appuie sur F4 pour coller le bloc. Voilà, c'est fait. Pour info, le bloc reste en inverse vidéo. Ce n'est pas gênant, mais ça m'agace. À ma connaissance, il n'existe pas de raccourci pour oublier le bloc. Alors pour m'en débarrasser, je fais simplement F1 F2. Ce qui a pour effet de définir un bloc vide. À présent, continuons. Je consulte à nouveau la table des scan codes, et je récupère le scan code de la flèche vers le haut, $48. Je modifie le bloc que je viens de coller, je change le scan code, le commentaire et le label. Je duplique le bloc down. Maintenant qu'on sait faire, ça va vite. Je renomme le label up
Et pour monter le pointeur de tourelle d'une ligne, il suffit que je soustrais 160 octets. Donc je remplace simplement l'instruction add.l par sub.l. Et le tour est joué. Je teste. En bas. En haut. Ça marche. Et pour les déplacements latéraux, ça va être exactement pareil. Je duplique les CMP. Je spécifie les bons scan codes. Je change les commentaires et les labels. Et j'en profite pour supprimer ce to-do qui n'est plus d'actualité. Pour info, c'est le raccourci CTRL-Y qui permet de supprimer une ligne. Ensuite, je duplique les routines de déplacement. On l'a rappelé tout à l'heure, les pixels horizontaux sont regroupés par 16. La largeur d'un groupe en basse résolution est de 8 octets. Donc pour me déplacer de 16 pixels à droite ou à gauche, j'ajoute ou j'enlève 8 octets au pointeur. Et je n'oublie pas de modifier les labels. Je teste. Droite. Gauche. Ça marche. Je peux maintenant déplacer le bloc dans tous les sens. Le programme est donc terminé. Eh bien, on a bien travaillé. Alors on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Souvenez-vous qu'à chaque fois que vous aurez à réagir aux touches du clavier, ce sera le même principe. C'est pratique pour faire des animations. Mais tant que nous sommes ici, permettez-moi de vous montrer quelques curiosités. Que se passe-t-il si on déplace le bloc trop à droite? Eh bien, il réapparaît à gauche, mais un tout petit peu plus bas, sur la ligne suivante. Vous connaissez la raison, les lignes sont stockées de manière consécutive dans le frame buffer. Donc si on déborde à la fin d'une ligne, on se retrouve au début de la suivante. Et c'est la même chose si on déborde à gauche. Le bloc réapparaît à droite sur la ligne du dessus. Si on voulait éviter ça, il faudrait ajouter un algorithme de clipping. Mais ce serait beaucoup plus compliqué. Et si on déborde en haut, que se passe-t-il? Eh bien vous voyez, il ne se passe rien de spécial. C'est comme s'il y avait un clipping automatique. Mais ne vous méprenez pas. En fait, je suis en train de faire une action illégale. Car je suis en train d'écraser la mémoire qui se trouve juste avant le frame buffer. Et si ça se trouve, il y a des données importantes à cet endroit. Donc tôt ou tard, je risque d'avoir des soucis. C'est ce qu'on appelle un bug de type buffer overflow. Et ici, mon programme déborde en écrasant les données qui sont avant le buffer. Mais je vais vous dire un secret. Sachez que par défaut, avec le TOS, c'est la pile de mon programme qui est située juste au-dessus de l'écran, avant le frame buffer. Donc si je déborde en haut en affichant un bloc, en fait, j'écrase ma propre pile. Heureusement, dans ce programme, je n'ai rien stocké d'important sur la pile. Mais si c'était le cas, je rencontrerais des bugs incompréhensibles, avec des variables qui changent toutes seules. Et j'aurais bien du mal à trouver d'où ça vient. Alors vous avez compris, quand vous dessinez sur l'écran, ne débordez pas du frame buffer. Et si on déborde en bas, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ne débordez pas du frame buffer, c'est interdit. Mais puisque vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vais vous révéler un autre secret. En fait, après le frame buffer, le TOS réserve une zone de 768 octets qui est totalement inutilisée. On n'est pas censé le savoir, mais c'est comme ça. Ce qui fait de la place pour un peu plus de 4 lignes. Donc si je déborde de 4 lignes, ça va, je remplis cette zone de mémoire inutilisée. 5 lignes, ça passe encore, à condition de ne pas aller tout à droite. Et 6 lignes? Mince, les bombes! Je vous le repasse au ralenti. 2 bombes. Ce qui signifie erreur de bus. Sachez que ce problème ne se produit pas sur tous les Atari ST. Comment cela est-il possible? Eh bien, voici l'explication. Sachez que le TOS place toujours le frame buffer à la fin de la RAM, en laissant seulement ces 768 octets juste après. Or la taille maximale de la RAM qu'on peut installer sur un ST est de 4 mégaoctets. Si on essaye de lire ou d'écrire au-delà de ces 4 mégas, on obtient une erreur de bus. C'est ce qui vient de se passer. Et ici, j'utilise justement un STE avec 4 mégas de RAM. Donc quand je déborde en bas du frame buffer, je commence par remplir les 768 octets inutilisés. Au bout de 5 ou 6 lignes, je dépasse la limite des 4 mégas, et ça plante avec de bombes. Mais si j'avais un ST avec moins de mémoire, par exemple 1 ou 2 mégas, ça ne planterait pas. Car le frame buffer serait placé à la fin de la mémoire réelle, mais loin de cette limite des 4 mégas. Il faut savoir que si un programme écrit au-delà de la mémoire réelle,
Même s'il n'y a pas de RAM à cet endroit, ça ne plante pas tant qu'on ne dépasse pas la zone des 4 mégas. C'est pour cela qu'on entend parfois dire que les ST avec 4 mégas sont moins compatibles que les autres. Si on exécute des programmes buggés, qui écrivent après le frame buffer, ils vont planter sur une machine qui a 4 mégas. Alors que malgré ce bug, et par chance, ils fonctionnent bien sur un ST qui a moins de RAM. Mais il faut dire qu'à l'époque des premiers ST, les configurations avec 4 mégas de RAM étaient très rares. Donc les vieux programmes, notamment les jeux, n'ont pas forcément été testés dans ces conditions. Au fait, vous avez forcément remarqué que l'affichage clignote beaucoup quand je déplace le bloc avec les flèches. Ce n'est pas gênant pour faire des tests, mais ça fait quand même très brouillon. Heureusement, on peut facilement résoudre ce problème. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Voilà, je vous ai montré comment réagir aux touches du clavier. Selon les besoins, on peut tester les codes ASCII ou les scan-codes. C'est la méthode la plus simple en utilisant les fonctions du TOS. Bien sûr, on pourra continuer à l'utiliser dans nos prochains programmes. Et mine de rien, nous venons de réaliser notre première animation. Comme quoi, vous voyez, on avance bien. Alors si vous avez envie de continuer la programmation sur Atari, mais pas que, je vous donne rendez-vous ici, sur V-Retro Computing, pour la suite. À très bientôt!